débat est très important parce qu'il nous remet tous en cause. Nous sommes tous essentiellement des combattants de la liberté d'expression. Partout dans le monde, nous assistons à des procès, à des poursuites contre des héros de la liberté d'expression et tous nous les soutenons. Et aujourd'hui, nous soutenons l'inverse. Nous soutenons que la liberté d'expression a des limites et que ces limites justifient qu'on empêche un certain nombre de gens de s'exprimer. Et on vit à peu près la même contradiction qu'il y a 30 ans, des femmes féministes qui étaient profondément contre la prison, contre la répression, mais qui n'avaient pas d'autre moyen pour que le viol soit reconnu comme un crime que de se mobiliser pour que les violeurs prennent de grosses peines devant les tribunaux. Donc, cette contradiction, je dis à la fois il faut qu'on l'assume et à la fois il faut qu'on mesure la responsabilité qu'elle nous donne. J'ai envie de commencer par vous donner l'argumentation d'un raciste, parce que c'est toujours en donnant la parole à l'ennemi qu'on voit où on met les pieds. Ça, c'est l'argument d'un raciste devant la Cour de cassation. Si vous voulez que je vous donne le pédigré de mon raciste, il n'est pas très loin de Béziers, il est maire, et il était poursuivi pour avoir dit « Je vous rappelle quand même que les gens du voyage, que dis-je, les Roms, m'ont mis 9 fois le feu, 9 fois des départs de feu éteints, dont le dernier, ils se sont mis eux-mêmes. Vous savez ce qu'ils font? Ils piquent des câbles électriques, après ils les brûlent pour récupérer le cuivre, et ils se sont mis eux-mêmes le feu dans leur propre caravane, un gag. Ce qui est presque dommage, c'est qu'on ait appelé trop tôt les secours. Mais je ne l'ai pas dit, non, je ne l'ai pas dit, parce que les Roms, c'est un cauchemar. » Donc, un vrai bon raciste. Voilà ce qu'il dit. La liberté d'expression ne peut être soumise à des restrictions que dans les cas où celles-ci sont prévues par la loi et constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les restrictions à la liberté d'expression doivent être interprétées étroitement dès lors que sont en cause des questions d'intérêt public, que les propos sont tenus par un homme politique et en fonction du contexte, que les propos prononcés dans le cadre d'un débat public relatif à l'intégration des Roms au sein d'une municipalité portent incontestablement sur une question d'intérêt général, autorisant une certaine vivacité, voire un degré d'exagération, a fortiori de la part du maire, édile politique, et dans le contexte d'une exaspération de la population, etc. Donc, on voit très bien la position qui est en face. Le débat politique est quelque chose qui ne peut être tranché que par les électeurs et il ne doit pas être tranché par les juges. Moi, il me semble deux choses. La première, c'est que ce qui justifie que la vie sociale, la vie politique et les bulletins de vote ne suffisent pas à certaines situations, c'est que des groupes faibles ne se peuvent pas se défendre socialement. Et que la raison d'être des juges, la raison d'être de la justice, c'est redonner l'égalité, redonner l'équilibre entre des groupes qui ne peuvent pas se défendre. Moi, j'ai envie de dire une chose, c'est que si demain, ce ne serait pas joli, mais si j'ai quelque chose d'affreux sur les gros, c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas... Mais, globalement, les gros en France se défendent. Donc ça veut dire que le fait de le faire ne fait pas d'eux un groupe qui mériterait une attention particulière. Le législateur, c'est d'ailleurs faire le choix. Vous savez par exemple que chaque fois que quelqu'un dit qu'il ne pense pas de bien les harkis attaquent, ils ne peuvent pas attaquer parce que la loi a considéré que les harkis étaient des gens qui n'étaient rassemblés ni par une appartenance, non-appartenance à une ethnie, religion, etc., puisqu'il s'agissait d'un choix politique, d'un engagement dans un conflit, et que ce type de groupe ne justifie pas d'un intérêt à agir. Donc, première idée, l'idée de dire qu'il faut déterminer un certain nombre de groupes dont la faiblesse justifie que la loi leur donne des moyens judiciaires pour se défendre. Deuxième exigence, ça va être de faire bénéficier les racistes de toutes les exigences de la loi. Il ne faut surtout pas qu'on sacrifie sur la preuve, on sacrifie sur les moyens, on sacrifie sur la procédure, parce qu'il faut que ce soit des procès exemplaires. Mon maître Thierry Lévy, paix à son âme, disait toujours, lorsqu'un policier est jugé, et le plus souvent acquitté, il ne faut pas dire que c'est de la mauvaise justice, il faut dire que c'est de la très bonne justice.
Et que si tous les justiciables étaient jugés comme des policiers, on aurait la meilleure justice du monde. Pas beaucoup de condamnations et la meilleure justice du monde. Donc, il faut chercher des moyens de droit qui rendent nos actions inattaquables. Après ça, que les procureurs soutiennent les actions contre la discrimination, la provocation, la diffamation et l'injure à caractère racial à peu près aussi bien que la corde soutient le pendu, je crois qu'on le sait tous. Il faudra qu'un jour, avec Samuel Thomas, on fasse un florilège. Allez, la plus belle, c'est le procureur qui explique que tout le monde fait comme ça, mais qu'il n'a pas eu de chance de se faire avoir. C'était à Versailles, je crois. Et que du coup, il ne va pas demander de peine parce que c'est pas de chance pour lui de s'être fait avoir. J'ai souvenir de ce bistrot de banlieue en face d'un commissariat qui avait affiché cette jolie chanson, vous savez, prendre un arabe par la main et le jeter par le train, qui a fait le tour de France. Peut-être que je suis un peu vieux, personne ne s'en rappelle de cette histoire. Et le procureur, après tout cela, nous a dit « Tout cela est très grave. J'ai convoqué le patron du bistrot pour qu'on lui fasse un rappel à la loi. » Et ce à quoi on lui a répondu « Pourquoi vous n'essayez pas le rappel à la loi pour les voleurs de mobylettes ?» Et on ne s'est pas parlé plus longtemps avec ce procureur. Mais ce n'est pas le gauchiste de service qui dit ça. Il y a un colloque, je ne suis même pas sûr que ce n'est pas vous qui l'avez organisé, où il y avait Jacques Toubon, qui n'est pas, depuis l'Himalaya, le plus grand gauchiste du monde. Et Jacques Toubon a tapé très fort le représentant du parquet de la section qui s'occupe de ces discriminations en disant « Mais vous ne voulez pas poursuivre. Vous disposez des moyens juridiques. On vous a même donné des bons hommes, vous avez du personnel, vous ne voulez pas poursuivre. » Et ça rejoint quelque chose qui vient de très loin. Ça veut dire que les tribunaux n'ont pas un bon vécu avec l'expression ou la justification politique, idéologique ou autre des prévenus. Alors peut-être parce que les tribunaux français, les juges français, souvent dans des conditions difficiles de l'histoire, n'ont peut-être pas eux-mêmes été sur le terrain des idées, là où ils auraient pu être le plus fort après. L'hypothèse. En tous les cas, il suffit qu'un prévenu allègue quelque chose d'un peu politique pour que le tribunal refuse d'entrer dans ce jeu. Je ne sais pas si Samuel se rappelle, qui n'était pas encore là, ça devait être en 82 ou 83, un gamin qui avait tiré de sa rue des Roses, dans le 18e, qui avait tiré de sa fenêtre sur une Africaine qui passait. Et les policiers avaient été perquisitionnés chez lui et avaient trouvé toute une décoration nazie, partout accrochée. Et le gamin est jugé, et le président n'en parle pas une seconde, et je finis par mettre le sujet. Et le président est forcé de poser la question au gamin, et le gamin lui dit « Vous comprenez, monsieur le président, en terminale, j'ai fait un exposé sur le nazisme, et comme j'aime bien être bien informé pour faire bien mon travail, j'ai pris tous ces éléments, j'ai mis sur les murs chez moi. » Le président m'a dit « Maître, vous voyez qu'il n'y a pas de problème, donc on oublie cet aspect des choses, et on continue. » Donc c'est quelque chose qu'on vit, mais tout le temps. Chaque fois, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a énormément de mal à faire juger la circonstance aggravante de racisme dans les violences, les meurtres, etc. Parce que même si le législateur a été aussi loin qu'il pouvait, en disant simplement qu'il suffisait qu'il y ait une juxtaposition des éléments de l'argument de l'élément de racisme, ça veut dire que si je dis à quelqu'un sale noir et que je lui tire dessus, on peut admettre que je l'aurais. Mais si ce n'est pas aussi énorme que ça, les tribunaux répugnent et passent leur temps à dire que finalement, peut-être, mais peut-être pas, pour ne pas retenir cette infraction complémentaire. Donc, le vrai problème, c'est que les parquets ne veulent pas poursuivre. Parce que les textes, ils ne sont pas si mauvais. Mais prenons un exemple. Avec Samuel Thomas, il y a une dizaine d'années, on a attaqué la prison de la santé. Parce que la prison de la santé rangeait les gens par couleur. Alors, ne me dites pas que c'était du culturel, parce que quand on mettait dans la même cellule un Ghanéen ne parlant pas français avec un Guadeloupéen ayant toujours vécu en France, leur point de commun culturel était quand même relativement limité. Et on a attaqué, et savez-vous ce que nous a répondu la Cour d'appel, validée par la Cour de cassation?
c'est que la prison n'était pas un service économique, donc il n'y avait rien à dire. Donc je veux dire que quand on veut noyer son chien, on l'accuse de la rage. Le débat sur l'éligibilité, moi il me pose plusieurs problèmes. Il me pose plusieurs problèmes, pourquoi? Parce que ce terme ne devrait pas exister dans le code pénal. Il ne devrait pas exister dans le code pénal parce qu'il devrait être automatique que quelqu'un qui a été condamné ne peut plus représenter la France. Et l'argument à deux balles, excusez-moi de m'exprimer comme ça, qui dirait les électeurs sont assez grands et les juges n'ont pas à limiter leur choix parmi des candidats en disant que certains des candidats ayant tué père et mère ne seraient pas dignes. Les juges ne sont pas dignes de dire qui est digne. Avec quelques bons arguments. Apparemment, les Français aiment les casseroles. Les Balkany est réélu triomphalement, alors qu'il y a un casier judiciaire qui est aussi long que vous le savez. Mais on n'y peut rien. Vous savez peut-être que quand Delors a failli se présenter à la mairie de Clichy, il a fait un sondage dont il n'a jamais avoué le résultat, parce que quand les Clichois ont été interrogés dans un sondage et qu'on leur a demandé quel est le maire dont vous rêvez, ils ont répondu Jacques Messrine, qui était un Clichois qui venait d'être assassiné par la police. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose du jeu, mais est-ce qu'on doit pour autant l'accepter? Est-ce que vous vous rendez compte que la cantinière de l'école communale qui fait le ménage du réfectoire où vont vos enfants, elle doit avoir un casier judiciaire vierge, et que le président de la République ne doit pas en avoir un? Est-ce que ce n'est pas une énormité? Et que là, ce qui devrait être la loi, c'est que ceux qui ont été condamnés ne peuvent pas être élus. Alors, je vais vous dire une chose, ça aurait dû être la Constitution. Parce que lorsque François Hollande a été élu, je fais partie d'un petit groupe où il y a notamment les grands constitutionnalistes que sont Rousseau et Cassia, et il nous a demandé de réécrire la Constitution là-dessus. On a pas mal travaillé, pas mal réfléchi, et on a finalement proposé une rédaction qui disait que tout candidat à une élection condamnée ne pouvait pas être élu. Malheureusement, ça fait partie des choses que François Hollande n'a pas mené à terme. Il a utilisé notre travail pour caler un pied de son bureau qu'on avait peut-être besoin, mais en tout cas, ça n'est jamais rentré dans la Constitution, alors que ça pouvait y rentrer. Donc, on est sur ce débat sur l'inéligibilité. Et ce débat sur l'inéligibilité est un débat qui, du coup, devient très compliqué, parce que si vous mettez une inéligibilité automatique, la Cour européenne vous dit que vous n'avez pas le droit de faire des sanctions automatiques, etc. Alors c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose qui est absolument illisible dans le code pénal. Il faut à peu près 2 heures chaque fois que vous voyez un délit pour dire s'il est possible de la peine complémentaire ou pas d'inéligibilité, parce qu'il faut que le législateur prévoie pour chaque délit un par un s'il peut y avoir une peine complémentaire d'inéligibilité, et qu'il prévoit en plus pour chaque délit un par un, et qu'en plus il appartiendra au tribunal de dire si cette peine doit être prononcée, parce que ce n'est pas une peine automatique. Alors, les seuls qui oublient rarement de les prononcer dans les dossiers graves, c'est les tribunaux, mais pas du tout pour les politiques. C'est parce qu'il y a eu une période où statistiquement, il arrivait que des condamnés, ça pouvait même être des condamnés à mort, soient tirés au sort pour faire partie d'un jury d'assises. Et c'était un peu compliqué, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a certains types de décisions où, pour être certain de jamais avoir un juré qui arrive avec une paire de menottes, on ne les oublie pas. En revanche, pour les politiques, les tribunaux sont beaucoup plus réservés. Et on les voit très rarement. Et pourtant, il y a un certain nombre de délits où c'est possible. Alors, Samuel, vous l'avez observé, sur le délit de discrimination, la peine complémentaire d'inéligibilité n'est pas possible, ce qui est une absurdité. La loi Sapin de 2016 a rajouté un grand nombre de cas d'inéligibilité sur corruption, prise d'intérêt, etc. Et personne n'a pensé à lui faire remarquer qu'il aurait fallu rajouter la discrimination. Cela dit, il ne manque pas de délit où elle peut être prononcée. Regardez mon maire. Mon maire, il a quand même pris 1 an d'inéligibilité confirmé pour les phrases que vous citez tout à l'heure, confirmé par la Cour de cassation, avec une motivation qui me va parfaitement. Que toute peine doit être motivée en regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur ou de l'association personnelle, dont il se déduit que les juges ont apporté le caractère proportionné.
Donc c'est une motivation qui peut être copiée-collée et qui permet dans la plupart des dossiers critiques d'arriver à une condamnation. Oui, j'en ai à peu près terminé, je suis désolé, je peux d'avoir été trop long, c'est le problème des vieux sont toujours trop longs. Mais ce que je voudrais vous dire pour conclure, c'est que dans les années 80, quand SOS Racisme a commencé à se mobiliser dans les questions de crimes racistes, il y avait une véritable raison. C'est que les crimes racistes n'étaient pas poursuivis. Et qu'on voyait dans les années 80 des gens qui avaient commis d'authentiques crimes racistes et qui étaient jugés devant le tribunal correctionnel et pas devant la cour d'assises, qui prenaient des peines avec sursis, tout ça était inadmissible. Ce n'est pas la loi qui a changé. Ce qui a changé, c'est la mobilisation. Et que la mobilisation de SOS Racisme, elle a abouti à une chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin que SOS Racisme agite des petites mains dans la cour d'assises. Globalement en France, on peut dire qu'un coupable d'un crime raciste est à peu près normalement. Quand je dis à peu près normalement, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas de raison qu'un criminel raciste, je suis peut-être d'accord avec Samuel, soit plus condamné qu'un autre. J'ai jamais pensé que le racisme était forcément une motivation plus grave que la vengeance, que un tas d'autres sentiments horribles, que simplement, il y a une certitude, c'est que ça ne peut pas être moins condamné, vous savez. Et qu'au jour d'aujourd'hui, où c'est à peu près égalité, je pense qu'on a rempli notre boulot. Ben, je dirais qu'en matière de discrimination, en matière de provocation à la haine raciale, en matière de diffamation et d'injure raciale, ce n'est pas les lois qui sont à changer. Ce n'est pas les lois qui sont à changer. C'est nous qui nous sommes démobilisés. Combien de personnes met dans la rue aujourd'hui une manifestation contre la discrimination? Allez, 50 fois moins qu'il y a 20 ans, 100 fois moins qu'il y a 20 ans. Il est là. Et que les parquets qui sont l'odeur de transpiration de la société, ils ont le sentiment que la société ne leur demande pas de réprimer. Et c'est là que des meetings comme celui d'aujourd'hui sont essentiels, parce que nous avons vocation à remobiliser la société, à faire comprendre aux gens, comme ça a été très bien dit dimanche par un candidat à l'élection présidentielle, qu'il n'est pas acceptable que quelqu'un doive marcher la tête baissée à cause de son prénom, à cause de ce qu'il est, à cause de là où il vient. Et que cette mobilisation-là, il faut qu'on arrive à la reprendre, il faut qu'on y arrive à la reprendre cage d'escalier par cage d'escalier.